Bonjour Salman Rushdie, merci d'avoir accepté d'accorder une de vos rares interviews au 4V et à Télématin pour nous parler de votre dernier livre, Le Couteau, qui vient de sortir chez Gallimard. Et si vous êtes de passage ici au Ritz à Paris, c'est pour recevoir le prix Constantinople, prix littéraire qui récompense des œuvres et des auteurs qui font le pont, le lien entre les cultures et les civilisations, entre l'Orient et l'Occident. Déjà pour commencer, quand on a votre carrière, Salman Rushdie, qu'on a votre âge, votre expérience, votre vie et j'allais dire votre destin, est-ce qu'on est encore sensible aux prix et aux honneurs? Absolument, absolument. Les prix sont formidables. Parfois, on remporte un prix et parfois, on ne le remporte pas. Et peu importe. Alors le couteau, c'est le récit de la tentative d'assassinat dont vous avez été victime et que vous racontez dès la première page. À 10h45, le 12 août 2022, par un vendredi matin ensoleillé dans le nord de l'État de New York, j'ai été attaqué et j'ai failli être assassiné par un jeune homme armé d'un couteau, juste après être monté sur scène dans l'amphithéâtre de Shotoka pour y parler de l'importance de préserver la sécurité des écrivains. Vous allez alors vivre derrière ça 27 secondes interminables, terrifiantes, qui auraient pu être les dernières de votre vie, Salman Rushdie. 33 ans et demi après la fatwa de l'ayatollah Khomeini, lors de la publication de vos versets sataniques, qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre le stylo pour répondre à ce couteau? Au début, je ne souhaitais pas le faire. Au début, je me suis dit, je vais laisser passer. Et puis, j'ai appris. J'ai vu que ça prenait une telle place dans mon esprit que je ne pouvais pas faire autre chose que de prendre le stylo et d'écrire. Et puis, mon état d'esprit a complètement changé. J'ai tout à coup eu le sentiment que j'avais l'impression de pouvoir recontrôler le récit, en faire mon propre récit et raconter à ma manière. Ça veut dire que ça a commencé comme une thérapie et ça s'est poursuivi comme un plaisir d'écrivain? Pas exactement une thérapie, parce que la thérapie, j'en fais en parallèle. La thérapie, c'est la thérapie. L'écriture, c'est l'écriture. C'est plutôt une question de force, de puissance. Être attaqué, lorsque vous êtes attaqué comme je l'ai été, on perd sa force. On perd quelque part. En écrivant, on la retrouve, cette force. Quand vous le voyez foncer sur vous, vous racontez, vous écrivez « C'est donc toi, te voilà ». Ça veut dire quoi? En 1989, très souvent, j'ai évidemment imaginé la possibilité que quelqu'un, comme lui, m'attaquerait un jour dans un public, vienne d'un public et me saute dessus. Je l'ai imaginé à maintes reprises. Et puis, à un moment donné, j'ai cessé d'imaginer cela. À ce moment-là, j'habitais à New York. Cela fait près de 25 ans que j'habitais à New York. Et pendant des années, ma vie était normale. Ma vie se déroulait normalement. Je faisais ce que je souhaitais faire. Je me déplaçais. Je faisais des conférences. Je participais à des festivals de littérature. Il n'y avait jamais de problème. Donc, pour moi, ce chapitre était un peu clos. Et puis, en fait, il ne l'était pas du tout. Et alors vous écrivez « Ma seconde pensée fut « Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant après toutes ces années ?» Est-ce que vous avez trouvé la réponse à cette question, Salman Rushdie? Je pense que ce jeune homme, finalement, est une exception. Il n'est pas représentatif de beaucoup d'autres, il me semble. Je pense qu'il est allé au Liban, il a rendu visite à son père, et puis c'est à ce moment-là qu'il a été radicalisé pendant son séjour là-bas. Et il se demandait ce qu'il devait faire, ce qu'il allait faire. Il lui a fallu 4 ans pour trouver la cible. Il se trouve que la cible, c'était moi, malheureusement. Vous imaginez dans le livre un dialogue avec ce jeune homme de 24 ans. Si c'était lui qui était assis en face de vous, là, qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui dirais bonne vie en prison. Je pense qu'en écrivant ce livre, j'ai finalement dit ce que j'avais à lui dire. Je ne pense pas aujourd'hui devoir en rajouter. Tout est dans le livre. Voilà, il suffit qu'il lise le livre. Je ne pense pas qu'il le lise un jour. Et la colère et la haine, est-ce que vous arrivez à les tenir à distance aujourd'hui quand vous voyez vos cicatrices, quand vous voyez cet œil qui ne verra plus jamais? Est-ce que vous arrivez à mettre de la distance avec ça, à être sage? Vous savez, c'est assez intéressant. Je n'ai pas ce sentiment de colère. Dès le début d'ailleurs, immédiatement après l'attaque, c'est un peu l'émotion que je n'ai pas ressentie. C'est assez intéressant. Et alors, je ne sais pas exactement pourquoi, mais j'ai l'impression que la colère, ça vous fait reculer. Moi, j'avais besoin d'abord de survivre, ensuite de guérir, d'aller mieux, et tout ça, ça signifie aller de l'avant.
La colère, c'est régresser. Je n'ai pas le temps de régresser, de revenir en arrière. Alors, il n'y a pas de colère, mais est-ce qu'il y a de la peur aujourd'hui? Est-ce que plus de 3 décennies à vivre sous la menace comme vous l'avez vécu, comme vous les avez vécues, ça a renforcé la peur ou paradoxalement, ça a tué, ça a éteint cette peur chez vous? Comme vous l'avez dit à l'instant, cela fait des années que je vis avec la peur, donc la peur est un sentiment que je connais bien. J'ai développé des techniques qui me permettent de gérer la peur, finalement de la mettre un peu de côté. Aujourd'hui, j'ai évidemment besoin de faire attention. Pendant longtemps, je n'ai pas eu besoin de faire attention, mais ce n'est pas la même chose que la peur. Hmm. Alors, vous décrivez votre mort, que vous pensez comme imminente, hein, au moment de l'agression, dans les secondes qui ont suivi. J'ai pas eu le sentiment de m'élever hors de mon corps. Une part de moi murmurait vivre, vivre. Et vous vous inquiétez alors pour savoir où sont vos cartes de crédit et où sont vos clés de maison. Ces souvenirs-là, ils sont précis ou ils sont romancés? Ou vous n'en savez rien? Non, je me souviens très bien. D'ailleurs, j'étais en train de, immédiatement après l'attaque, j'ai voulu savoir où j'étais blessé. Il a fallu que j'enlève mes vêtements. Et ce qui m'a préoccupé à ce moment-là, c'est effectivement les clés qui étaient dans une poche, la carte de crédit dans une autre poche. Avec le recul aujourd'hui, voilà, c'était une idée de survie finalement, parce que je me suis dit, je vais en avoir besoin. Je vais avoir besoin de cette clé pour rentrer chez moi. Je vais avoir besoin de ma carte de crédit également, parce que je n'ai pas prévu de mourir aujourd'hui. Ça m'est venu immédiatement. C'était voilà quelque chose de très fort, un esprit de vie qui m'a animé à ce moment-là. N'empêche, Salman Rushdie, on se dit que depuis les versets sataniques, depuis 1988, les choses ne semblent pas aller forcément dans le bon sens dans le monde. Là, on a encore le cas d'un jeune rappeur iranien, Toumaj Salehi, qui est en prison et condamné à mort pour avoir dit non au Mollah. Est-ce que les fondamentalistes, les obscurantistes sont en train de gagner la partie comme beaucoup le redoutent dans le monde occidental? Est-ce que c'est aussi votre sentiment, ça? Je n'aime pas l'idée qu'ils puissent gagner. Je pense que la lutte continue. Malheureusement, le monde est rempli de luttes et cette lutte contre le fanatisme, les fanatismes, en fait partie. Mon histoire n'est qu'une toute petite histoire de cette grande lutte. Parmi ceux qui ont toujours été à vos côtés, Salman Rushdie, il y a Paul Auster, votre ami intime, qui nous a quittés il y a quelques jours. Je sais que c'est une très grande peine pour vous. Qu'est-ce qu'il vous disait de tout ça, Paul Auster? Je pense que Paul Auster était un de mes alliés, un formidable allié, et puis un ami aussi. Dans les années qui ont suivi 1989, il a beaucoup œuvré pour moi, il a beaucoup écrit, il s'est exprimé à maintes reprises pour moi. Et je me souviens de lui comme étant d'un ami et comme étant quelqu'un aussi qui s'est battu à mes côtés. Quand on parle avec vous, on s'aperçoit que le sourire n'est jamais très loin. Pourquoi? C'est un réflexe de survie, c'est une protection, c'est une nature? Non, c'est parce que j'aime sourire. C'est ma nature, c'est moi. Je pense que l'humour fait partie intégrante de ce que je suis et de mon travail finalement. J'ai une question qui touche davantage l'actualité, ça concerne la guerre entre Israël et le Hamas et les campus qui s'enflamment. Aux États-Unis, on le voit aussi de plus en plus en France, le dialogue qui semble devenir impossible, les fractures qui sont plus profondes que jamais. Quel regard vous posez, vous, sur cette situation? Je pense que les universités connaissent des temps difficiles et je vois qu'en fonction des universités, certaines gèrent mieux le conflit que d'autres. Évidemment, les étudiants ont toujours souhaité s'exprimer, manifester, et ils ont le droit de le faire, mais ils n'ont pas le droit de menacer d'autres étudiants. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de menaces ces derniers temps. Je ne sais pas véritablement comment résoudre cette situation, mais je sais que les administrations de certaines universités travaillent pour essayer de résoudre ces problèmes, ces manifestations. J'espère qu'ils vont y arriver. Voilà, on arrive à la fin de l'année scolaire aussi. Peut-être que cela permettra de faire baisser un peu la tension. Mais elles vous choquent, ces mobilisations, ou pas? Je ne suis pas surpris, mais je suis choqué par des choses qu'on entend et qu'on voit parfois là-bas. Vous savez, en 1968, j'avais 21 ans. Les barricades, je sais ce que c'est, je m'en souviens très bien. J'ai fait partie de cette génération de manifestants. J'ai manifesté contre la guerre au Vietnam, par exemple. Donc, je sais ce que c'est que de ne pas être d'accord et de manifester. Mais la question aujourd'hui, c'est que ce n'est pas parce qu'on manifeste que d'autres doivent en souffrir. Et je sais que certains étudiants, les étudiants juifs, par exemple, se sentent menacés. Et ça ne va pas. Ma dernière question, c'est un choix, finalement. Entre le couteau et le stylo,
Lequel des deux gagne à la fin, Salman Rushdie? Vous dire bien évidemment le stylo qui sera toujours plus fort que le couteau. Mais vous y croyez au fond de vous? J'essaye d'y croire. Merci beaucoup, Salman Rushdie, de nous avoir accordé un peu de votre temps ce matin. Je rappelle que le couteau vient de sortir chez Gallimard. Merci également à Bart Aben pour la traduction de cet entretien. Merci infiniment, Monsieur Rushdie. Merci. Merci.